Bonjour et bienvenue à cette 4e rencontre hors norme, votre rendez-vous virtuel de la normalisation sur le web. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Claude Drouin, la secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie, le RNF pour les intimes. Alors, le RNF, nous sommes un regroupement d'associations de réseaux de normalisation et francophonie et nous regroupons les organismes de normalisation de 30 pays de l'espace francophone. Notre mission, faire de la normalisation un pilier de la vitalité économique de la francophonie. Pourquoi? Parce que les normes, ce sont des outils d'intelligence économique qui permettent de créer de la valeur dans les entreprises. Si les entreprises se conforment aux normes, non seulement elles sont plus performantes, mais elles se voient ouvrir l'accès au marché. Deuxièmement, les normes, ce sont des outils de diplomatie économique. On dit souvent « qui fait la norme fait le marché ». Pour les pays et les entreprises, participer à l'élaboration des normes revêt un caractère stratégique. Alors, imaginez avec 30 pays de l'espace francophone tout le poids que le réseau normalisation et francophonie peut avoir dans les négociations internationales. Alors, si vous êtes intéressé à en connaître davantage sur notre mission, je vous invite à visiter notre site web au www.associationrnf.org. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux et vous abonner à nos publications. Alors, aujourd'hui, on est diffusé en direct sur YouTube. Vous pouvez nous suivre via nos canaux des cellules Femmes, Jeunes et Normalisation, ainsi que sur Facebook et YouTube. Alors, comme on est plusieurs à être au bout de l'écran aujourd'hui, je vous invite à nous écrire dans le chat pour nous dire de quel pays vous venez, pourquoi vous vous intéressez à la normalisation et à nous poser vos questions, parce que c'est votre rendez-vous virtuel de la normalisation. Alors, déjà, une 4e rencontre hors norme, et je dois vous dire que ces rencontres hors normes suscitent un vif succès. Jusqu'à présent, on a eu plus de 40 000 visionnements YouTube là, des 3 dernières web diffusions que nous avons fait. Alors, je tiens sincèrement à vous remercier d'être là au bout de l'antenne, d'être fidèles et de nous suivre. Alors voilà, passons aux choses sérieuses. C'est le temps d'accueillir notre prochain invité. Aujourd'hui, on a le grand privilège de recevoir un grand bonze de la normalisation. Il s'agit de Monsieur Olivier Boutou, expert en sécurité alimentaire de l'Association française de normalisation, l'AFNOR. Alors lui, vous allez voir que c'est un autre passionné de normalisation et les normes, il en mange. Bonjour Olivier. Bonjour Marie-Claude. Bienvenue aux rencontres hors normes. Merci, c'est un réel plaisir. Écoutez, Olivier, on ne va pas faire semblant. Dans la vie, on se connaît bien, donc oui. On se tutoie. Si vous êtes d'accord, je vais poursuivre l'entrevue au-dessus. Avec grand plaisir. Bon. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté avec grande générosité de te prêter au jeu des rencontres hors normes. Alors, pour détendre l'atmosphère, allons-y d'une curiosité. Est-ce qu'il faut être gourmand pour être un expert en normalisation et sécurité des aliments? Oui. Alors, tu fais bien de parler de sécurité des aliments et non pas comme dans l'invitation, il y avait marqué sécurité alimentaire. Alors, je vais rectifier pour bien cadrer les choses. La sécurité alimentaire, c'est une expression qui désigne la sécurité des approvisionnements alimentaires en qualité et en quantité. Alors que la sécurité des aliments, c'est s'assurer que les aliments vont être comestibles et ne causeront pas des dommages à la santé du consommateur. Donc, tu vois, comme dans tout concept, le vocabulaire est très important. C'est pour ça d'ailleurs que dans les normes, il y a souvent un chapitre, sur le glossaire. Alors, c'est pas toujours évident ni passionnant de parler de vocabulaire, mais au moins ça permet de partager un même langage et un même cadre de référence. Et Dieu sait que dans cette thématique, c'est pas évident. On parle d'hygiène alimentaire versus hygiène des aliments. On parle de salubrité, de sécurité, de risque, de danger. Donc, la terminologie est importante. Ceci dit, pour répondre à la question, oui, je suis gourmand, car se sustenter, c'est d'abord un besoin physiologique, hein, mais c'est également un plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir quand je mange. Et puis, je suis gourmand, oui, j'adore cuisiner.
Je pense que j'ai hérité cela de mon papa, qui était chef cuisinier. Et j'avoue que travailler dans les établissements alimentaires n'a jamais altéré mon appétence pour la nourriture, même si j'ai pas toujours vu des pratiques exemplaires en matière d'hygiène et de sécurité des aliments. Ah, voilà. Alors, nous allons justement y venir, mais aussi ce qui m'intéresse, Olivier, c'est que j'aimerais savoir comment tu es devenu un expert en sécurité alimentaire. J'ai cru comprendre que tu as déjà travaillé dans les cuisines. Alors, oui, je travaille dans ma cuisine 2 fois par jour pour alimenter ma tribu. Euh, non, blague à part. Alors, c'est vrai, j'aime pas trop ce terme d'expert parce que tout le monde peut se dire expert. Alors, bon, c'est néanmoins ma fonction au sein de l'AFNOR depuis quelques années. Et en même temps, c'est une de mes missions à l'ANSES, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, dans un groupe d'évaluation des guides de bonnes pratiques d'hygiène. Alors, en fait, j'ai fait 2 ans d'études post-bac en agroalimentaire et puis ensuite, je me suis spécialisé en contrôle et assurance qualité en agroalimentaire en 1997 dans le cadre d'un diplôme universitaire. Alors, en 1997, on ne parlait pas encore de management comme on peut en parler à l'heure actuelle dans les normes ISO. Et puis, j'ai fait mon stage de fin d'études 6 mois au Maroc. Je suis tombé amoureux de ce pays. Et puis ensuite, j'ai travaillé 5 ans dans un cabinet conseil qui était spécialisé en hygiène et sécurité des aliments, mais avec une forte préoccupation sur les relations interpersonnelles. Donc, dans ce cadre-là, j'ai pratiqué l'analyse transactionnelle, ce qui m'a permis de travailler aussi bien sur des sciences dites dures comme la microbiologie et des sciences molles comme les relations humaines. Et puis en 2003, j'ai intégré l'AFNOR pour concevoir et animer des stages sur cette thématique. Et en fait, j'ai toujours aimé transmettre. Je viens d'une famille d'enseignants du côté de ma maman et c'est vraiment avec beaucoup de passion. Alors, je finirai par dire que, comme dans tout métier que l'on fait avec passion, c'est du travail, c'est de la veille, c'est des pratiques, c'est des échanges. Et j'ai eu de la chance d'avoir des échanges interculturels dans le cadre de mes missions. J'ai pas mal voyagé. Et c'est aussi des remises en question parce qu'il faut savoir rester humble. Humble. Alors, ce que j'en comprends, c'est que ton tout à toi, c'est une savante recette entre le savoir scientifique, la relation interpersonnelle et le désir de transmettre les connaissances en toute humilité. Je pense que ça te résume bien. Exactement. Bon, allons maintenant dans le vif du sujet. Olivier, tu sais que les gens qui nous écoutent des 4 coins de la francophonie aujourd'hui sont particulièrement intéressés par la sécurité alimentaire, la sécurité des aliments, pardon, c'est vrai. Oh, mais ici, tu sais, on parle de souveraineté alimentaire au Québec. Alors, effectivement, tu as raison, il faut bien se comprendre et savoir de quoi on parle. Alors, quand on parle de la sécurité des aliments, ça intéresse nos internautes ici qui nous écoutent parce que c'est un secteur d'activité non seulement névralgique au cœur de notre quotidien, mais aussi économique. Alors, en quoi est-ce que les normes peuvent venir soutenir ce secteur d'activité économique? Alors, les normes, alors vous en avez parlé lors des précédentes rencontres hors normes avec des invités passionnés. D'ailleurs, je me suis régalé d'écouter en replay les différents témoignages de ces gens. Donc, une norme, c'est quoi? C'est d'abord un outil qui permet de définir des règles, des lignes directrices, des caractéristiques pour aider un utilisateur. Donc, la plupart du temps, ces normes, elles sont volontaires. Donc, je précise souvent qu'il ne faut pas confondre la normalisation volontaire avec la réglementation qui, elle, est imposée. Tout comme il convient de faire la distinction entre la normalisation et la certification. En fait, il y a certaines normes qui sont certifiables et d'autres non. Alors, il existe de nombreuses normes en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires. On peut, par exemple, citer celle du Codex Alimentarius,
Donc, le Codex Alimentarius ou Code alimentaire, c'est un ensemble de normes, de lignes directrices, de codes d'usage qui sont adoptés par la commission du Codex Alimentarius. Et ces normes du Codex, elles garantissent la sécurité sanitaire des aliments en vue de leur commercialisation. Donc, les 188 de mémoire membres du Codex ont négocié des recommandations fondées sur des bases scientifiques dans tous les domaines de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, elles traitent de thématiques variées, les principes généraux d'hygiène, l'étiquetage, la qualité, les caractéristiques des différents produits alimentaires. Et puis, tu l'as évoqué en introduction, il existe des organismes de normalisation dans de très nombreux pays qui peuvent avoir des normes nationales sur cette thématique, ce qui est le cas à l'AFNOR. Nous avons une commission de normalisation sur l'hygiène, la traçabilité et la sécurité des denrées alimentaires au travers de normes NF. J'en profite pour dire que 2021, ça va être une année importante puisque nous actualisons 2 normes importantes, celle sur le vocabulaire lié à l'hygiène et une autre sur la place de la méthode HACCP, qui est la méthode de maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires dans l'agroalimentaire, dans une organisation. Donc, les 2 normes seront mises en consultation publique. Voilà, ça fait partie du processus de normalisation où toutes les parties intéressées peuvent avoir accès aux documents avant sa publication et faire des commentaires. Donc, voilà, nous avons des normes sur le vocabulaire, sur la HACCP, sur le matériel que l'on va pouvoir utiliser. Et bien évidemment, il existe aussi des normes internationales, les normes ISO, comme par exemple au niveau de la sécurité sanitaire des aliments. La plus connue, c'est la norme ISO 22000, qui définit les exigences pour concevoir un système de management de la sécurité des denrées alimentaires efficace. Donc, si on se résume, les normes, ce sont des cartes de référence qui ont été bâties par des experts du domaine qui nous permettent, une fois appliquées dans notre entreprise, quand on fait la transformation de nos jus, de notre miel ou de nos soupes, d'avoir des aliments qui seront adéquats pour la consommation à grande échelle, ce qui fait que nous pourrons avoir des aliments qui sont salubres et corrects pour nos clients. C'est bien ça? Exactement. En fait, alors souvent les gens pensent que ce sont les organismes nationaux qui établissent les normes. Dans une commission de normalisation, il y a souvent un représentant de l'organisme de normalisation, c'est celui qui anime les réunions. Mais le tour de table est assez éclectique, hein, puisque il va y avoir bien évidemment des industriels, il va y avoir des pouvoirs publics, il peut y avoir des centres techniques, il peut y avoir des représentants de consommateurs, il peut y avoir des consultants, et donc tout le monde peut se regrouper autour de ces commissions de normalisation, et le document est établi par consensus, puisque c'est un des principes importants de la normalisation, c'est d'établir les documents par consensus. Et puis ensuite, on va défendre la position nationale à un niveau supérieur, comme par exemple au niveau de l'ISO, où on va se confronter à d'autres visions, d'autres cultures, et c'est ce qui est finalement passionnant. OK. Maintenant, disons que je suis une nouvelle entrepreneur en jus artisanaux et toi, tu es un spécialiste de l'implantation de ces normes-là. Une fois que j'ai acquis les normes et je veux implanter un système de sécurité des aliments dans mon entreprise, quels seraient les premiers conseils que tu me donnerais pour être certain que, parce qu'on peut penser que c'est un peu costaud à lire une norme quand même, on va se le dire entre nous, là, c'est pas notre lecture de chevet préférée. Quels sont les conseils que tu donnes à une entrepreneur ou un entrepreneur qui veut débuter l'implantation d'une norme? Alors, d'abord, Marie-Claude, je te félicite d'avoir choisi de produire et de commercialiser des denrées alimentaires. C'est un choix fort.
Hein, parce que tu aurais pu choisir de produire des câbles électriques ou des produits chimiques. Voilà. Donc, tu as choisi des denrées alimentaires. Ces denrées alimentaires qui vont être consommées par des personnes en bonne santé, mais qui peuvent aussi être consommées par des personnes vulnérables. Donc, tu dois avoir une conscience forte de ce qu'implique cette responsabilité de produire des denrées alimentaires. Donc, avant tout, c'est que tu sois sensibilisé. C'est-à-dire, voilà, c'est important de donner du sens pour comprendre son engagement dans la démarche. Toi-même, tu dois être convaincu de l'importance de mettre sur le marché des produits sûrs. Alors, j'aime ce proverbe roumain qui dit on balaye toujours un escalier en commençant par la plus haute marche. Donc, il faut que ça vienne d'en haut. Donc, le maître mot, le premier, c'est responsabilité. Tu as la responsabilité de la mise sur le marché des produits qui vont être fabriqués dans ton établissement. Après, en toutes circonstances, la première action que tu devrais et que tous les exploitants du secteur alimentaire doivent faire, c'est mettre en place et appliquer des bonnes pratiques d'hygiène. C'est une phase préalable à tout autre, un prérequis dont il est impossible de se dispenser. Alors, les bonnes pratiques d'hygiène ont pour résultat de réduire les dangers, ce qui pourra causer des dommages sur la santé des consommateurs, et globalement, de réduire le nombre de micro-organismes indésirables. Donc, ces bonnes pratiques, elles vont contribuer à la fois à la salubrité des aliments, c'est-à-dire au fait que tes produits soient commercialement acceptables par le consommateur, mais également, elles vont aussi contribuer à la sécurité des denrées alimentaires. Et en fait, ces bonnes pratiques, c'est la base. Hein. C'est la base, donc on les appelle des BPH, bonnes pratiques d'hygiène, on les appelle des prérequis, on les appelle des préalables. Dans la norme ISO 22000, on les appelle des PRP, des programmes prérequis. Et une fois que tu auras mis en place ces bonnes pratiques et que tu les appliqueras avec l'ensemble du personnel avec rigueur, il est souhaitable d'aller plus loin pour renforcer et assurer la sécurité de tes produits. Et ça, c'est l'objectif de la démarche HACCP, dont le cœur est l'analyse des dangers. Et un des facteurs clés de succès que je rajouterai, c'est l'implication de ton personnel. C'est pour cela que nous entendons parler de plus en plus, et je pense qu'on y reviendra peut-être, on entend parler de plus en plus de culture de la sécurité des denrées alimentaires, et c'est un axe important. Chacun doit avoir conscience à tout niveau de l'organisation de l'importance de satisfaire les règles d'hygiène. Donc, si je comprends bien, Olivier, ce que tu me dis, c'est implication au haut niveau, manger son éléphant par petites bouchées et impliquer mon personnel. Oui, c'est une très belle analogie, Marie-Claude. Oui, bien sûr. En résumé, je dirais responsabilité, engagement du dirigeant, implication du personnel et le respect, évidemment le respect de la réglementation. Et souvent, dans la réglementation, il y a les bonnes pratiques d'hygiène. Donc déjà, c'est un bon départ pour avoir des bases solides au niveau de ton organisation. Excellent, merci. Écoute, Olivier, on a une question ici de Lydiana qui nous demande comment on fait pour intégrer les commissions de normalisation. Alors, je pense que ton petit Laüs tout à l'heure qui nous a bien expliqué comment on élaborait les normes, on a compris qu'on pouvait participer et influencer ces normes-là. Alors, comment on fait pour intégrer les commissions? Alors, pour intégrer la commission, il faut se rapprocher de son organisme de normalisation nationale. Et puis, voilà, il en existe des dizaines de commissions de normalisation. Alors, tous les pays n'ont pas un nombre pléthorique de commissions de normalisation. Nous en avons plusieurs à la FNOR. Et puis ensuite, voilà, on paye une adhésion et puis on participe à ces commissions de normalisation. Et participer à une commission de normalisation, je dirais, c'est un peu se mettre dans la posture d'un joueur d'échecs, c'est-à-dire que quand on est un bon joueur d'échecs, on a toujours 2 coups d'avance. Participer aux commissions de normalisation, c'est savoir et construire la norme
et la comprendre avant qu'elle ne soit publiée. Donc finalement, quand on a participé à l'élaboration d'une norme, qu'on a compris le pourquoi on mettait ça à l'intérieur, eh bien, on prend ces 2 coups d'avance et ça permettra finalement de gagner du temps et de gagner en efficacité. Tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent, pour rejoindre votre organisme national de normalisation, vous pouvez bien entendu vous référer à notre site web, au RNF, mais vous pouvez aussi aller sur le site web de l'ISO où vous verrez tous les organismes de normalisation qui participent à l'élaboration des normes internationales. Olivier, notre entrevue avance déjà rondement et on s'en va vers la fin. Alors, j'oserais une dernière question de fond. Comme on a le privilège de t'avoir aujourd'hui, que tu es un grand expert humble, on le sait, mais un grand expert tout de même de la sécurité des aliments, quels sont les principaux enjeux auxquels on fait face présentement en sécurité alimentaire dans le monde? Alors, les enjeux de normalisation, alors ils tournent toujours autour de l'hygiène et de la sécurité des aliments, c'est-à-dire la contamination involontaire des produits. Ça, c'est toujours un enjeu fort de par la mondialisation, les échanges. On voit que les crises sanitaires ont des portées internationales. En revanche, on a vu apparaître de nouveaux sujets depuis une dizaine d'années qui encouragent les réflexions normatives. Donc, on peut évoquer la prévention des actes de malveillance, de sabotage, de bioterrorisme. Alors, à la différence de la sécurité sanitaire, où c'est une contamination involontaire, là, on va regarder l'autre côté en disant comment on peut éviter qu'il y ait une contamination volontaire des denrées alimentaires. Voilà, on parle plus communément du terme de food defense. Et puis, depuis la crise sanitaire de la viande de cheval à la place du bœuf, bien, on a vu apparaître des thématiques autour de l'authenticité des produits alimentaires. Alors, même si la fraude n'est pas un concept récent, voilà, la fraude, elle existe depuis des centaines d'années, cette thématique devient incontournable pour les établissements appartenant à la chaîne alimentaire. Et puis, plus récemment, on a vu apparaître la notion, comme je l'évoquais, la notion de food safety culture, donc culture positive de la sécurité des denrées alimentaires, puisqu'on est dans un réseau francophone. Ce terme, il est devenu incontournable pour les entreprises qui sont certifiées, selon des référentiels reconnus au niveau international, mais pour tous les opérateurs de la chaîne alimentaire et qui doivent inclure une culture positive dans leur organisation. Et d'ailleurs, depuis le 3 mars 2021, c'est devenu même obligatoire en Europe pour les acteurs de la chaîne alimentaire avec la parution d'un règlement spécifique qui rend obligatoire cette culture de la sécurité sanitaire. Et pour finir, rapidement, je dirais, même si c'est pas forcément en lien avec la sécurité des denrées alimentaires, quoique, avec les débats actuels autour des dates limites de consommation ou des dates limites d'utilisation optimale sur les produits, j'évoquerai le gaspillage alimentaire. Parce que c'est un enjeu fort pour les pays développés, industrialisés, alors que certains pays connaissent des famines. Oui, tout à fait. Là-dessus, j'abonde sur ton point. Écoute, Olivier, on discute, toi et moi, de façon très, très engagée et informelle. Et puis, j'en ai une question tout à fait pertinente. Quelle est la différence entre une commission de normalisation et une agence de normalisation? Alors, une commission de normalisation, c'est le comité de normalisation qui sert à élaborer la norme. Et l'organisme de normalisation ou l'agence de normalisation, c'est l'agence nationale dans votre pays qui va vous représenter au sein de ce comité de normalisation-là, cette commission. Alors, Olivier, voilà, c'est déjà terminé pour le technique. Alors, j'y vais, je me fais plaisir. J'ai envie qu'on découvre tes goûts alimentaires. Alors, on y va d'un petit quiz rapide. Olivier, sucré ou salé? Ah, salé. Salé. Sans hésitation. En revanche, certains plats sucrés salés
peuvent être excellents, surtout en amuse-bouche. J'ai goûté dimanche dernier un mélange de saumon et de kiwi qui était particulièrement exquis. Intéressant. Épicé ou pas épicé? Ah, très épicé. Ah oui. Très, très épicé. D'ailleurs, je me souviens de... Ah, je vais prendre quelques secondes. Je me souviens d'une anecdote à l'aéroport d'Antananarivo à Madagascar où un douanier a ouvert mon bagage et il a trouvé plusieurs barquettes de piment rouge. Donc, il a été très étonné qu'un Européen puisse rapporter de son voyage des piments forts. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Ben, je lui ai dit, ben, de la sauce. Hein. Donc, voilà, sachez que j'ai un faible pour le piment, notamment le piment que l'on fait au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et puis, les épices en général, parce que j'ai eu la chance de voyager. Beaucoup moins maintenant. J'ai eu la chance de voyager et de ramener des épices. Mais maintenant que je peux moins me déplacer, je peux compter sur mes contacts à l'étranger pour m'envoyer des échantillons. Et pour cela, j'ai une petite pensée à mes contacts en Guyane et au Maroc. Ah ah! Tu fais du trafic d'épices avec une sécurité alimentaire, j'espère. Sécurité des aliments. Toujours. Dernière question, et ça va de soi pour un Français comme toi, rouge ou blanc? Ben là, on parle de vin, j'imagine. Bon, ben, écoute, tu sais que j'habite à Bordeaux et qu'ici, c'est tout un symbole. Alors, même si je ne suis pas chauvin, nous avons... Ça se peut pas. Les Bordelais sont tous chauvins. Mais moi, je suis pas bordelais, je suis catalan. Ah, voilà, d'accord. je suis juste un résident de Bordeaux. Donc, en France, on a de très belles appréciations, de très belles appellations. Alors, par contre, c'est difficile de répondre à cette question et je dirais, tout dépend le plat parce que j'admire, par exemple, les sommeliers qui sont capables de conseiller des vins dont ils ont la mémoire sensorielle parmi des centaines de références pour s'accorder parfaitement avec le plat proposé. Ceci dit, Marie-Claude, tu aurais aussi pu me demander si je préférais les blondes, les brunes ou les rousses. Et sans hésitation, je t'aurais dit les brunes, évidemment. Et tu auras compris que je parlais de bière. Ah, mais oui! Olivier, la dernière question qui clôt toutes nos entrevues et nos rencontres hors normes, quel est ton mot préféré de la langue française? Oh là là! Alors là, difficile d'en retenir un, hein, parce que bon, et tu es bien placé pour le savoir, hein, la langue française, c'est une langue, c'est une très belle langue, très riche, compliquée pour les étrangers, avec pas mal de figures de style de la langue française. Alors, j'aime beaucoup les figures de style, par exemple. L'oxymore, voilà, un oxymore qui consiste à associer deux mots de sens contradictoire, mais je dirais, en lien avec cette association, je dirais le mélange. Oui, je pense que le mélange est un mot que j'aime bien, qui me parle. D'abord parce que mes trois fils sont des métis, donc c'est un mélange de couleurs, c'est un mélange de culture, c'est donc un mélange de richesse. Et puis le mélange, c'est aussi une opération unitaire en agroalimentaire. Et puis voilà, ne parle-t-on pas de mélange de saveurs et voilà, le mélange. Donc voilà. Mais je t'avais dit, attention, hein, je suis quelqu'un de bavard, de gourmand et de passionné. C'est pour ça qu'on t'aime, Olivier. Merci. Olivier, merci beaucoup. Olivier Bautou, expert en sécurité des aliments à la FNOR. Ce fut un véritable plaisir de t'avoir aujourd'hui à notre rencontre hors normes et je te dis à tout bientôt. Au revoir à tous. Alors, vous voyez pourquoi Olivier Bautou, quand on commence à travailler avec lui, on s'en fait tout de suite un ami. C'est un homme généreux qui a envie de partager avec nous, qui est accessible, qui vient à notre rencontre. Et quand je dis généreux, il a rapidement offert de lui-même de nous offrir des webinaires de formation particuliers et plus techniques sur la normalisation. Alors, je vous annonce tout de suite que restez à l'affût, car Olivier Bautou va se joindre au réseau Normalisation et Francophonie pour offrir des webinaires techniques sur la normalisation dans la sécurité des aliments. Donc, nous allons vous annoncer très prochainement des dates pour vous inscrire à ces webinaires et franchement, profitez-en. C'est une grande chance que nous ayons cet expert international dans notre famille.
Alors voilà qui met fin à notre 4e entrevue hors norme. Je vous invite à revisionner l'entrevue sur YouTube, sur le site web du RNF, dans les cellules. Et je vous dis de rester avec nous car nous aurons encore pour la saison qui s'achève 2 autres grandes rencontres. Alors, la prochaine rencontre, le 19 mai prochain avec Nicolas Fleury, qui nous fera un focus sur l'ISO. Et la dernière, avant de s'arrêter pour l'été, le 8 juin prochain, Catherine Chevauché, l'éclatante Catherine Chevauché qui dirige avec brio la Commission internationale de normalisation sur l'économie circulaire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée si vous êtes au Québec comme moi, une bonne fin de journée si vous êtes en France, en Afrique ou ailleurs dans les îles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre hors norme.